Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable énigme philosophique, un texte qui a été un peu le détonateur de toute la pensée occidentale. On va plonger dans les fragments qui nous restent d'un poème de La nature écrit par un certain Parménide il y a plus de 2500 ans. Oui, et nos sources, ce sont donc ces morceaux de puzzle. Des fragments en grec ancien avec leur traduction. C'est un peu une enquête intellectuelle en fait. C'est ça. Et le cœur du mystère, c'est une séparation totale, presque violente, qu'il fait entre deux choses. La vérité, avec un grand V, et ce qu'il appelle l'opinion. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décoder son raisonnement, de comprendre pourquoi il a affirmé que le monde qu'on perçoit avec nos sens, Le monde du changement, des couleurs, du mouvement, est fondamentalement une illusion. Et que la seule, l'unique réalité, eh bien c'est un concept accessible uniquement par la logique pure. Une réalité qui va à l'encontre de toute notre expérience. C'est un défi immense qu'il nous lance. un défi, c'est le mot. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne commence pas du tout comme un traité de philosophie classique un peu austère. Oh non, pas du tout. On est tout de suite plongé dans une sorte d'épopée, presque mythologique. Le narrateur est sur un char, tiré par des coursiers habiles. Ça nous emmène loin, très loin. Et ces guides, ce sont des vierges filles du soleil. Oui, le texte est magnifique. Elles quittent les demeures de la nuit pour aller vers la lumière. C'est une image incroyablement puissante pour commencer. Cette mise en scène, en fait, c'est la clé de tout. Parménide nous dit d'entrée de jeu, attention, ce que je vais vous révéler, ce n'est pas accessible au coin de la rue, sur la route ordinaire des hommes. C'est un chemin spécial. C'est un voyage initiatique. Voilà. Un passage symbolique de l'ignorance, la nuit, à la connaissance, la lumière. Il prépare le terrain pour une révélation qui n'est pas pour tout le monde. Et ce voyage, il attend son apogée devant des portes gigantesques, celles des chemins de la nuit et du jour. Et là, pour monter la garde, il y a une figure imposante, l'austère justice, Diké, qui tient les clés. On n'entre pas comme ça, non. Et le détail est crucial, on ne force pas le passage. Les guides, les filles du soleil, elles persuadent la justice avec des paroles douces. Ah oui. C'est le logos, la parole raisonnée, l'argumentation qui ouvre la porte de la vérité, pas la force. Une fois le seuil franchi, une déesse accueille le narrateur. Et elle le rassure. Elle le rassure. Elle lui dit en substance, si tu es là, ce n'est pas par malchance, c'est parce que la loi et la justice l'ont voulu. C'est une quête légitime. D'accord, le décor est planté, le voyage initiatique est terminé. Alors, quelle est cette fameuse révélation que la déesse lui a promise? Alors, elle lui annonce le programme et il est double. D'un côté, il va devoir apprendre les entrailles incorruptibles de la vérité persuasive, ça c'est le plat de résistance. Mhm. Et de l'autre, il devrait aussi comprendre les opinions des mortels, qui ne renferment pas la vraie conviction, mais l'erreur. Elle va donc lui présenter les deux faces de la médaille, la réalité et l'illusion. Pour qu'il puisse les distinguer. Exactement. On y est. La déesse lui expose donc le cœur de sa leçon. Et elle commence par un choix radical, une bifurcation. Il n'y a que deux seuls procédés de recherche pour la pensée. Pas de chemin de traverse. C'est un véritable carrefour de la pensée, oui. La première voie, celle de la vérité, est formulée très directement. L'un consiste à montrer que l'être est et que le non-être n'est pas. C'est simple, presque une évidence. C'est simple, mais c'est le fondement de tout. C'est la seule voie fiable, nous dit-elle, car la vérité l'accompagne. D'accord. L'être est, le non-être n'est pas. Ça semble logique. Mais alors c'est quoi l'autre voie, celle de l'erreur? L'autre voie, c'est de prétendre le contraire, que l'être n'est pas et qu'il ne peut y avoir que le non-être. Et là, la déesse est sans pitié. C'est la voie de l'erreur complète. Un cul-de-sac. Un cul-de-sac, exactement. Son argument est d'une logique implacable. On ne peut pas connaître ce qui n'est pas. On ne peut même pas en parler. Le rien absolu, le non-être, par définition, c'est impensable. C'est là qu'arrive une des phrases les plus denses et peut-être les plus importantes de toute la philosophie. Car la pensée est la même chose que l'être. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le pivot de tout son système. Ça veut dire que toute pensée authentique a forcément un objet qui est. On ne peut pas penser à rien. On ne peut pas penser rien. Voilà. Dès qu'on essaie de penser au vide absolu, on en fait un concept, donc quelque chose. La pensée et l'être sont indissociables. Si une chose peut être pensée, elle doit participer à l'être. Et puisque le non-être, lui, ne peut pas être pensé,
Il ne peut tout simplement pas exister. C'est ça, c'est une bombe qu'il lance. Il est en train de dire « Faites confiance à la logique pure, même si elle vous dit que le monde que vous touchez, que vous voyez, est un mirage complet. » C'est la naissance du rationalisme pur et dur, bien avant Descartes. Et c'est pour ça qu'il est si dur avec les mortels ignorants. Il les traite de sourds, aveugles, de races insensées. Leur erreur, c'est de ne pas choisir, en fait. Oui, c'est de penser que l'être et le non-être peuvent coexister. Qu'une chose peut naître, c'est-à-dire passer du non-être à l'être, et mourir, passer de l'être au non-être. C'est ça la confusion fondamentale. Exactement. Les mortels, en se fiant à leur sens, ils voient le changement partout, et ils en déduisent que l'être et le non-être se mélangent. La déesse dit qu'il les considère à la fois comme une même chose et comme une chose différente, ce qui est Le comble de l'illogisme. voilà. Et c'est cette contradiction qui est à l'origine de tout le monde des apparences, le monde de l'opinion. D'accord. Alors, restons un peu sur cette voie de la vérité. Si on suit cette logique jusqu'au bout, à quoi il ressemble, cet être véritable? La déesse donne des signes, des indices, comme pour faire un portrait robot. C'est exactement ça, un portrait robot métaphysique. Et chaque trait de ce portrait découle logiquement du principe de base, le non-être n'est pas. Alors, le premier signe. Premier signe, l'être est sans naissance et sans destruction. Il est engendré et impérissable. La logique est simple. Il ne peut pas naître du non-être puisque le non-être n'existe pas. Et il ne peut pas disparaître dans le non-être pour la même raison. Donc, il a toujours été et sera toujours. Il est éternel en quelque sorte. Oui. Ensuite, il est un, continu et indivisible. Le texte dit qu'il est tout plein de l'être. Il ne peut pas y avoir de vide en lui, pas de poche de non-être qui le séparerait en plusieurs parties. Il est donc parfaitement homogène. J'adore la formule poétique. L'être touche à l'être. Elle est superbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose que lui-même. Alors là, on arrive au point qui est peut-être le plus difficile à avaler. Si l'être est plein, continu, sans vide, ça veut dire qu'il est immobile. Mais tout bouge autour de nous. Ah, ça... Le temps passe, les choses naissent, meurent. Comment peut-il justifier de balayer toute notre expérience comme ça? C'est la conséquence la plus radicale et la plus célèbre de sa pensée. Pour lui, le mouvement, c'est un changement. Et tout changement implique une forme de non-être. Pour qu'une chose se déplace, elle doit ne plus être là où elle était et ne pas encore être là où elle va. C'est un mélange d'être et de non-être. Exactement. Et puisque le non-être est logiquement impossible, le changement et le mouvement le sont aussi. L'être véritable est donc immuable dans les limites de ces grands liens. C'est une réalité figée, parfaite et éternelle. C'est vertigineux. Ça remet même en cause notre perception du temps. La déesse dit qu'il n'a ni passé ni futur puisqu'il est maintenant tout entier à la fois. C'est une idée folle. Notre conception du temps, avec le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore, elle repose entièrement sur le non-être. Ah oui, c'est vrai. Pour l'être parménidien, il n'a qu'un présent absolu, un maintenant éternel qui contient tout. Imaginez que la réalité, ce n'est pas un film qui se déroule, mais une seule et unique photographie parfaite, en très haute définition. Tout y est déjà. Complet, sans avant ni après. C'est un peu ça, son être. Et pour achever ce portrait incroyable, il y a cette image finale. L'être est comme une sphère entièrement ronde, égale en tout point depuis son centre. C'est une image d'une puissance folle. Cette image de la sphère, c'est la synthèse de tout le reste. Elle symbolise la perfection, l'unité, l'homogénéité et le fait qu'il soit fini et complet. Une sphère n'a ni début ni fin, l'être ne manque de rien. Il n'a pas besoin de devenir autre chose. Voilà. Il est une totalité close sur elle-même. On a donc le portrait d'une réalité qui est l'exact opposé de notre monde sensible. Ok. Après ce voyage dans l'abstraction la plus totale, où il faut vraiment s'accrocher, la déesse change complètement de ton. Elle annonce « Je termine ici ma démonstration », apprend ensuite les opinions des mortels en écoutant la trompeuse harmonie de mes vers. On bascule complètement. On dirait qu'elle nous ramène sur Terre, ou du moins dans ce qu'elle appelle l'illusion. On quitte le chemin de la vérité, l'aletheia, pour entrer dans celui de l'opinion, la doxa. Et la déesse va maintenant expliquer comment les mortels construisent leur monde illusoire. D'accord. Selon elle, leur erreur fondamentale, le péché originel de leur pensée, c'est d'avoir décidé de nommer deux espèces d'objets au lieu d'un seul, l'être. Ah, donc c'est ça, l'erreur de base selon lui. Croire en la dualité, en des contraires. Précisément. Le poème décrit ces deux principes. D'un côté,
Le feu est terré de la flamme, qui est léger, doux, subtil, et de l'autre, Et de l'autre, son opposé, la nuit obscure, décrite comme une chose épaisse et lourde. C'est l'opposition classique entre la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, le léger et le lourd. Et donc, tout notre monde, tout ce qu'on voit, ne serait que le résultat du mélange de ces deux principes. voilà. C'est à partir de cette dualité qu'elle juge arbitraire et fausse que les mortels ont bâti toute une cosmologie, pour expliquer les phénomènes qu'ils observent. Une sorte de science des apparences. C'est ça. Le poème se met alors à décrire comment, à partir du mélange du feu et de la nuit, se forment la terre, le soleil, les astres. Il y a même une description poétique de la lune comme une lumière empruntée qui erre pendant la nuit autour de la terre. C'est une tentative d'expliquer le monde du changement. Et on y trouve même une sorte de mythologie avec une déesse au centre de l'univers qui gouverne tout et qui aurait même enfanté l'amour, Eros, le premier des dieux. C'est une explication complète du monde de la naissance, de la mort, de la diversité. Tout ce qui avait été radicalement évacué de la voie de la vérité. Exactement. Sauf que pour la déesse, tout cet édifice, aussi cohérent et poétique soit-il, est un arrangement trompeur. C'est une histoire bien racontée, mais dont le postulat de départ est faux. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur l'idée que deux contraires peuvent exister et se mélanger, ce qui viole le principe fondamental de non-contradiction exposé dans la première partie. Pour Parménide, notre monde perçu est une fiction plausible, une sorte de grand roman bien ficelé, mais une fiction tout de même. Et cette illusion va jusqu'à contaminer notre propre intelligence, notre propre pensée. Absolument. La déesse conclut en expliquant que, dans cette vision du monde erroné, notre pensée elle-même n'est qu'un produit du tempérament variable des membres de notre corps. Un simple résultat du mélange physique. Oui, du chaud et du froid, du feu et de la nuit. Notre intelligence devient donc changeante, relative et aussi trompeuse que le monde qu'elle essaie de comprendre. C'est le clou final. L'essence et tout ce qui en découle nous enchaînent à l'erreur. Le tableau final est donc d'une clarté redoutable. D'un côté, on a un être unique, éternel, immobile, accessible seulement par la logique pure. Un monde froid, abstrait, mais vrai. De l'autre, notre univers, multiple, changeant, coloré, plein de vie, que nous percevons avec nos sens, mais qui, du point de vue de la vérité, ne serait qu'une illusion bien organisée. La fracture est totale, et c'est là toute la puissance et l'importance historique de Parménide. Il est le premier à affirmer avec cette force que la raison doit l'emporter sur l'expérience sensible. C'est une invitation radicale à se méfier de ce qu'on voit. De ce qu'on touche, pour ne faire confiance qu'au pouvoir du raisonnement. Il pose une bombe dont l'onde de choc va traverser toute l'histoire de la philosophie, de Platon et sa caverne jusqu'à la science moderne. Pour conclure, il y a une phrase énigmatique au tout début du poème qui semble résumer à elle seule cette vision d'un monde achevé, unitaire, comme cette fameuse sphère. La déesse dit « Peu importe par où je commencerai, puisque je reviendrai sur mes pas ». C'est une formule extraordinaire. Elle reflète parfaitement la nature de l'être qu'elle s'apprête à décrire. Sur la surface d'une sphère, n'importe quel point peut être un point de départ, et on finit toujours par revenir. Il n'y a pas de progression linéaire. Pas de début ni de fin absolue. Voilà. Et c'est peut-être la pensée la plus profonde et la plus déstabilisante qu'il nous laisse. Une invitation à cesser de penser la réalité comme une histoire, un film qui se déroule, mais à la concevoir comme une totalité parfaite, déjà entièrement là, intemporelle et complète en chacun de ses points. Une pensée qui, même 2500 ans plus tard, continue de nous donner le vertige.